Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Selon plusieurs études, nous serions tous et toutes exposés à plus de 500 marques par jour. Ça irait même à plus de 4000 selon d'autres sources. Cette surabondance des marques et donc du marketing a toujours pour objectif de nous pousser à la consommation et particulièrement à consommer les marques auxquelles nous sommes exposés. Sauf qu'à force d'être exposé à autant de marques, il est devenu difficile pour les uns et les autres de se démarquer. Mais depuis des années, le marketing a trouvé un terrain particulièrement fertile à la mise en avant des marques, la pop culture. Que ce soit dans les clips, dans les films ou même dans les séries, les marques sont omniprésentes. Et comme on va le voir, c'est positif pour le service marketing. Un peu moins pour nous les consommateurs. Et là, je le sais, vous le pensez évidemment au fond de vous, mais bien sûr, on va parler d'abord des placements de produits. J'en ai déjà dédié une vidéo entière, mais elle se consacrait uniquement aux placements de produits des influenceurs. Or là, c'est différent. Donc, d'après la définition de Stéphane De Benedetti et Isabelle Fontaine dans la revue Le Temps des médias, il s'agit de la pratique commerciale pour les entreprises qui consiste à insérer leurs produits, leur marque ou leur nom au sein d'un objet de loisir de masse tel qu'un film, un livre, un jeu vidéo ou un clip vidéo. On va revenir très rapidement sur l'histoire des placements de produits parce que c'est pas spécifiquement ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais il faut savoir que ça a commencé il y a très longtemps. Dans les années 1920, les compagnies de tabac faisaient déjà du lobbying auprès des producteurs de films pour que les personnages principaux féminins puissent fumer et donc donner par la même occasion envie de fumer aux femmes, qui fumaient beaucoup moins que les hommes à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait passer un moment la cigarette pour un outil émancipateur. Ouais, dès le début, les placements de produits, c'était vachement éthique. La MGM, qui est donc très grand studio hollywoodien, ouvre même dès 1930 un bureau spécialisé pour les placements de produits. Et clairement, c'est une pratique qui n'a pas cessé au cours des années. Par exemple, vous voyez les bonbons Reese dans E.T. Eh ben, ça aurait permis de booster de 65% les ventes du produit après la sortie du film. Mais alors, comment expliquer que les placements de produits soient si efficaces? La raison principale, et je l'avais abordé dans ma vidéo qui parlait des influenceurs, c'est que pour notre cerveau, il est compliqué de faire face à un placement de produit. Lorsqu'une publicité est diffusée à la télévision ou avant un film, notre cerveau sait qu'il a affaire à une publicité. Et on peut soit la skipper si jamais on est sur internet, soit zapper si on est à la télévision, soit juste ne pas se concentrer dessus si on est au cinéma. Sauf que quand c'est Marty McFly qui enfile ses Nike ou demande et boit goulûment un Pepsi, bah c'est un peu immanquable. Et surtout qu'il s'agit souvent d'œuvres dans lesquelles on est assez investi. Et on va même parfois jusqu'à avoir envie de ressembler aux personnages principaux. D'ailleurs, cette envie de ressembler aux personnages principaux de nos œuvres préférées, on en reparlera un de ces quatre sur la chaîne. Bref, il y a même un site qui s'appelle Spotturn, dont l'objectif est de donner les références des habits ou même des objets qu'on peut voir dans les films et les séries sur les acteurs et les actrices. Et il faut le dire, on s'est tous déjà imaginé avec des affaires portées par nos personnages préférés. Et d'ailleurs, même moi j'en ai quelques-uns. Je me suis alors comme d'habitude penché sur une étude scientifique qui a été réalisée sur le sujet, pour voir un peu ce qu'en dit la science. L'étude partait d'une hypothèse selon laquelle le fait qu'il y ait le personnage principal dans la scène où il y a le placement de produit aiderait à avoir un meilleur impact sur les spectateurs. Et le résultat, c'est que c'est vrai. Et ça, les marques l'ont très vite compris, ce qui a mené à quelques dérives. Ainsi, aujourd'hui, la plupart des contrats de placement de produits exigent que le personnage principal se trouve dans la scène au moment où il y a le placement de produit. Souvent, ça va même plus loin. D'après Chantal Duchet, les marques ont un droit de regard sur le contexte scénaristique dans lequel se déroule le placement de produit. En gros, est-ce que ça sera pas genre utilisé par des méchants ou détruit ou moqué? Mais on peut se dire que ça peut même aller plus loin et faire en sorte que le placement de produit soit quelque chose d'essentiel. Mais aussi, ça peut donner quelques situations particulièrement cocasses. Par exemple, Ikea ou encore Starbucks ont payé pour se retrouver dans le film Fight Club qui les dénonce et les détruit littéralement. Parfois, il n'y a même pas d'accord financier avec les marques, et c'est ce que fait par exemple Netflix. La plupart des marques qui apparaissent, notamment dans Stranger Things où il y en a plein, ne rémunèrent pas Netflix pour apparaître. Mais souvent, elles acceptent, ou en tout cas de manière plus ou moins implicite, de faire la promotion de la série en disant « Regardez, notre produit est dans la série » et donc font indirectement la publicité de la série. Une rémunération en visibilité, quoi. Et pour certains, tout n'est pas forcément acheté dans ce phénomène. Edgar Morin explique que selon lui, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des marques dans les films et les séries, puisque les personnages évoluent le plus souvent dans notre monde. Et notre monde est rempli de marques. Donc c'est beaucoup plus réaliste. Sauf qu'aujourd'hui, certains veulent aller encore plus loin en rajoutant des placements de produits dans des films
déjà sortis. Les films classiques seraient alors remasterisés, ce qui est un processus assez classique, et on en profiterait pour rajouter numériquement des marques. Autant dire qu'il s'agit là selon moi d'un phénomène très dangereux, déjà sur l'idée de conservation des œuvres d'art telles qu'elles ont été produites, mais même selon moi ça montre la volonté des marques et des entreprises de s'implanter dans le moindre recoin où elles ne seraient pas présentes, à savoir les films classiques, qui en plus, comme je l'ai dit, n'étaient pas non plus exempts de tout placement de produits. Également, un autre phénomène très répandu est l'utilisation de la pop culture par les marques. En gros, c'est un peu l'inverse. Ça se voit particulièrement avec les marques de vêtements qui sortent des lignes en partenariat avec des œuvres, ou même simplement avec des gâteaux Star Wars ou encore des tasses Harry Potter. C'est quelque chose qui marche très bien. Et en dehors des sites de produits dérivés, qui eux sont quelque chose d'un peu à part et qui vendent juste des t-shirts avec des imprimés des œuvres de la pop culture, on a par exemple Pull&Bear qui avait fait plein de t-shirts à l'effigie de Rick et Morty. Et c'est que le service marketing a très bien compris le mécanisme qui se cachait derrière ça. On le sait, le vêtement est un marqueur social qui va nous permettre de nous distinguer en tant qu'individu. Les vêtements qu'on porte, qu'on le veuille ou non, vont envoyer un message sur la personne qu'on souhaite être, mais aussi l'image qu'on souhaite partager aux gens qui nous entourent. Et c'est par exemple pour cette raison que la tenue vestimentaire est considérée comme quelque chose de primordial dans le monde du travail. Donc le fait de porter des vêtements à l'effigie de nos marques préférées va nous permettre d'aller plus loin dans la définition de nous-mêmes. Quand je porte un t-shirt Mr. Robot ou Cowboy Bebop ou même de Népal, c'est une manière pour moi de dire regardez, j'aime cet artiste, j'aime ses séries. J'en avais parlé dans ma vidéo cette fois sur les unpopular opinions, mais on a tendance à prendre nos goûts culturels et artistiques comme faisant partie de nous-mêmes et à nous définir par ces goûts-là aussi. Souvent, dans les premières questions, quand on rencontre quelqu'un et qu'on commence un petit peu à lui parler, on lui demande c'est quoi tes artistes préférés, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, c'est quoi tes films préférés. Et ça va nous permettre d'évaluer la personne. Les marques nous offrent alors la possibilité de réaffirmer nos goûts par nos vêtements ou par les produits dérivés issus de nos œuvres préférées. Elles nous permettent aussi de nous démarquer en tant que vrais fans. Ça, pour le coup, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les fans toxiques, où il y a souvent une volonté de montrer qui est le plus fan, et acheter des produits dérivés d'un artiste ou d'une œuvre, c'est aussi une manière de dire regardez, moi je m'engage au-delà de simplement aimer et partager l'œuvre, carrément je m'investis économiquement et dans ma vie de tous les jours en portant des vêtements liés à cette œuvre pour montrer que je suis vraiment fan. Aussi, ces produits des films et des séries qu'on adore vont nous permettre de prolonger un peu l'expérience au-delà de l'œuvre originale. Et c'est vachement intéressant parce que c'est quasiment que des mécanismes dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne ici et là. Et donc on voit bien qu'il y a eu un véritable travail de la part des marques et des entreprises pour comprendre les mécaniques et les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la pop culture et chez les fans de pop culture pour réussir à en tirer profit et à pousser à la consommation. Mais bon, là on était sur de l'utilisation de pop culture assez soft et classique. Mais parfois, ça va un peu plus loin. Effectivement, on voit souvent des films et des séries qui remplacent par des noms fictifs les noms de certaines marques. En France, les marques étaient également floutées à la télévision avant 2010 si elles n'étaient pas considérées comme essentielles au scénario. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça a été remplacé par un petit P que vous voyez normalement en bas à gauche de votre écran. Il vous suffit d'allumer ces stars, un clip sur deux, de toute façon, il y a un petit P, c'est pour dire qu'il y a un placement de produit. Et les séries donc se sont mises en France petit à petit à faire du placement de produit. Il me semble que la série pionnière dans le domaine de ce que j'ai lu, ça serait Plus belle la vie. Mais je vous avoue que je suis pas un spectateur assez assidu de la série pour vous en attester. On peut également souligner que la bière Duff dans les Simpsons est censurée lors de ses passages sur W9 depuis quelques années parce qu'en fait une entreprise qui s'appelle Duff et qui fait de la bière a été créée. Et puisque la publicité d'alcool et le placement de produits pour les alcools sont interdits, et du coup c'est flouté. Donc là on a carrément une marque qui a repris un élément fictif de la pop culture pour en faire une vraie marque en se disant qu'ils allaient vendre plus parce que ça vient de la pop culture, en l'occurrence des Simpsons. On pourrait se dire qu'avec cette technique, c'est flouté ou contourné, on n'entend pas directement le nom, et donc on serait pas influencé. Mais dans les articles que j'ai lus, j'ai pas pu retrouver exactement la source de l'étude en question, mais il s'avérerait que non, ça nous influence quand même. Par exemple, si j'appelle Blue Co une boisson énergisante, ça vous donnera quand même indirectement envie de boire du Red Bull. Et pour la petite anecdote, cette pratique elle a un nom, en tout cas en anglais, ça s'appelle le Product Displacement. Voilà, comme ça, plus personne se plaindra de mon accent anglais. Mais pour moi, quand les marques détruisent littéralement la pop culture pour nous pousser à la consommation, c'est quand elles s'en emparent directement. Et là, je pense particulièrement aux gimmicks publicitaires
qui sont souvent des reprises de morceaux qui ont cartonné. L'objectif est encore une fois d'associer la marque à une œuvre, mais cette fois à une mélodie, que en plus notre cerveau connaît et qui va donc rester plus facilement dans notre cerveau. Et on le sait, quand on a une mélodie dans la tête, c'est compliqué de s'en enlever, et qui va donc, à chaque fois qu'on l'a dans la tête, s'associer à la marque en question. Et là, pour le coup, le détournement de l'œuvre originale est total, parce que même si vous réécoutez l'œuvre originale, la musique originale, et bah ça va quand même vous rappeler la marque qui a repris son slogan et qui l'a martelé à la télévision. L'entreprise Batelco est même allée plus loin en créant elle-même une signature sonore, en la faisant remixer par des DJ, en la diffusant en boîte de nuit et ensuite en la diffusant dans ses spots publicitaires. En gros, ils ont créé une mélodie, ils l'ont fait remixer pour en faire des musiques populaires, et une fois que c'était devenu populaire, ils s'en sont servis pour faire de la pub. Et ça, pour le coup, je vous invite à regarder la très bonne vidéo d'Horizon Gull qui en avait parlé. D'autres marques vont même encore plus loin et lancent littéralement leurs propres œuvres. On peut penser dernièrement aux films et aux séries d'animation Lego, mais avant ça, il y avait eu Barbie ou même Playmobil dernièrement. Et qui sont, en dehors de tout jugement de valeur sur leur qualité, par exemple, j'aime beaucoup le premier film Lego, mais c'est juste des énormes placements de produits. En remontant un peu plus loin, il y a même une série sur Ronald McDonald qui a été diffusée pendant un moment à la télévision. Et donc vous imaginez que les marques ont réussi à faire payer les gens pour assister à des publicités scénarisées pendant plusieurs heures. Effectivement, c'en est devenu des vraies œuvres, mais qui, à la base, partent d'une idée purement marketing. Je dis pas ça par hasard. Je pense qu'actuellement, la frontière entre la publicité et l'art tend à devenir de plus en plus fine. On voit des publicités scénarisées et des œuvres sponsorisées. Et je trouve qu'en tant que consommateur, il est difficile de se positionner. Pendant très longtemps, j'ai été partisan du si la pub, le placement de produit ou la marque s'intègre bien et fait même partie du concept de la vidéo ou du scénario, c'est mieux. Parce que ça paraît plus naturel et donc ça gêne moins dans notre découverte de l'œuvre. J'avoue avoir pas mal changé d'avis sur le sujet. Effectivement, plus la frontière est floue, plus le message sera efficace et insidieux, et il sera compliqué d'y faire face. Je suis donc désormais partisan d'une séparation stricte entre l'art et la publicité. Non pas qu'il faille empêcher à un secteur d'emprunter des techniques à l'autre, mais bien sur la manière dont c'est présenté. Je considère aussi qu'une œuvre ne doit pas avoir comme finalité de vendre un produit. Et toutes les actions que je viens d'énumérer depuis le début de la vidéo peuvent paraître inoffensives, voire inefficaces. Mais elles ne le sont absolument pas. Elles témoignent selon moi d'une volonté d'emprise de la part des marques et du marketing sur la pop culture. Mais alors, pourquoi? Eh bah tout simplement parce qu'il s'agit de la culture populaire, qui par définition est appréciée par le plus grand nombre et a donc un public moins expert et aussi moins intransigeant avec la séparation entre la publicité et l'art. Et à vrai dire, c'est pas non plus une question tout à fait tranchée où tout est blanc et tout est noir. La publicité sait tirer profit de la culture populaire comme je vous l'ai montré, mais la culture populaire tire aussi profit de la publicité à la fois par ses références, par les références avec les marques, mais aussi par ses revenus. Mais je suis persuadé qu'il reste néanmoins très important d'être au moins au courant des pratiques qui ont lieu. Pourquoi toutes les marques sortent des vêtements sur Dragon Ball et sur Naruto ces dernières années, alors que croyez-moi, quand j'étais au collège, à part à la Japan Expo, il n'y avait pas beaucoup de Naruto à Pull&Bear. Il faut alors avoir conscience que les marques se servent de nos œuvres préférées pour nous pousser à consommer. Et encore une fois, c'est pas particulièrement choquant dans notre modèle de société, qui est fondé sur la consommation, mais je pense qu'il faut quand même le garder à l'esprit. Du placement de produits aux produits dérivés, en passant par le gimmick publicitaire, les marques s'immiscent de plus en plus dans la culture populaire. Il faut donc rester vigilant à cette intrusion et garder son esprit critique ouvert au maximum pour essayer de contrer les effets de cette publicité, qui de toute façon seront efficaces, qu'on le sache ou qu'on le sache pas. En tout cas, dites-moi vous ce que vous pensez de ces publicités culturelles. Je vous avoue que je suis pas non plus à bondir de mon siège dès que je vois un placement de produit dans un film, mais j'ai un peu de mal avec ça parce que je me dis que c'est quand même particulièrement vicieux et selon moi la publicité, si elle doit exister, doit être totalement encadrée avec des instants publicitaires qui sont définis comme tels et reconnus comme tels. Et je trouve ça assez trompeur, notamment pour des films grand public, donc encore une fois la pop culture, qui s'adresse à un public de tous âges, mais aussi parfois assez jeune, et qui n'a tout simplement pas conscience qu'il s'agit d'un placement de produit qu'il pousse à consommer. Je suis sûr que si vous montrez à un enfant de 10 ans les Retours vers le futur, il n'aura absolument pas conscience que le fait qu'il y ait Pepsi dans le film, ça soit pas complètement anodin. Ça reste à débattre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous. Comme je vous l'ai dit, ça aide la chaîne beaucoup plus que vous le pensez. Chaque partage, YouTube le comptabilise et franchement, ça vous prend 2 minutes. On se retrouve dimanche prochain 15h, probablement pour mon nouveau concept qui, promis, aura un nom. À dimanche prochain 15h, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était Adam Bros. Ciao!